Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième conférence de la journée dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France TD. J'aimerais vous adresser quelques mots avant la présentation de notre conférencier. D'abord, je vous rappelle de, s'il vous plaît, veuillez bien éteindre les sonneries de vos cellulaires, par respect pour notre conférencier. Et comme vous le savez probablement, la conférence sera d'une durée d'1 heure et nous avons la chance d'avoir notre conférencier pour une vingtaine de minutes pour une période de questions. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter M. François Lafont dans une conférence intitulée « Quand le jeu vidéo enseigne l'histoire, parcours d'un historien » sur la plateforme Twitch.tv. L'émergence du Web 2.0 et des plateformes vidéo telles que YouTube et Twitch.tv transforme la façon de se divertir et de consommer l'information. Dans cet univers, où est la place de l'historien? En comparant son propre parcours à celui d'autres historiens, notre conférencier tentera de répondre à cette question. Originaire de Rimouski, François Lafont est titulaire d'un baccalauréat en histoire et d'un certificat en archivistique. Il termine actuellement une maîtrise en histoire à l'Université Laval sous la direction de Donald Faison. Il occupe actuellement un poste de technicien en documentation aux archives de la commission scolaire des Phares à Rimouski. Ayant travaillé autant dans le domaine muséal qu'archivistique pour divers organismes, ses intérêts et son parcours l'amenèrent à s'intéresser aux plateformes de diffusion vidéo sur Internet telles que YouTube et Twitch.tv. Il se questionne principalement sur la place de l'historien dans un monde gouverné par les nouvelles technologies, les communications rapides et le partage global de l'information. Comment les spécialistes peuvent amener la population à s'intéresser aux sciences historiques et ainsi connecter le monde universitaire avec la société qui l'entoure? Dans cette optique, il anime sur la plateforme Twitch.tv une chaîne de diffusion vidéo en direct portant sur les jeux vidéo et l'histoire sous le pseudonyme Hell Frank. Je lui laisse donc la parole. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Très bien résumé, très beau résumé de mon parcours, si je puis me permettre. Alors, merci à tous d'assister en si grand nombre à cette conférence sur un sujet qui me porte tout particulièrement à cœur, qui sort un peu, évidemment, de mon champ de recherche à la maîtrise en histoire. Dans le cadre de mes études, je m'intéresse plus au procès en cour martial des rébellions des patriotes. Ici, on parle vraiment plus de mon domaine professionnel, de l'alliance, en fait, entre mon domaine professionnel et d'un de mes passe-temps favoris, que sont les jeux vidéo. Je joue à des jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Alors, plus d'une vingtaine d'années de jeux vidéo et d'apprentissage de l'histoire. Ça m'a conditionné finalement à ce genre de projet-là. Et donc, pour le plan de cette présentation-là, je vais tout d'abord faire un préambule théorique. Je trouve ça important vraiment de poser des bases théoriques parce que je suis conscient qu'ici, on a vraiment un public mixte. Je reconnais beaucoup justement de diffuseurs, tout comme moi, sur Twitch.tv, que je vois arriver depuis tantôt dans la salle. Puis bienvenue à vous tous d'ailleurs. Merci beaucoup de m'appuyer dans ce projet-là. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Puis également, plusieurs de mes spectateurs aussi qui fréquentaient mes diffusions. Puis je suis conscient également qu'il y a beaucoup de personnes que vous avez vu Twitch.tv, vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est ça, Twitch.tv? Qu'est-ce que ça vient faire là, puis pourquoi, puis en tout cas, je suis conscient qu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment dans vos esprits, probablement pour vous. Alors, je trouve ça important vraiment de poser une bonne base théorique. C'est pourquoi je vais commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par le Web 2.0, pourquoi cette appellation-là, son origine, puis un peu ses fondements théoriques. Ensuite de ça, je vais vous parler un peu de la dynamique de la consommation de l'information aujourd'hui en 2019, comment ça a changé à travers le temps, pourquoi aujourd'hui nos vies sont littéralement conditionnées en fait là, par l'Internet, les nouvelles technologies, la communication rapide, instantanée, le partage facile de l'information et comment tout ça va gouverner notre façon de communiquer et d'interagir entre nous. Ensuite de ça, je vais vraiment axer le restant de la conférence sur Twitch.tv, vous expliquer qu'est-ce que c'est comme plateforme, quelle est son origine, son historique, vous montrer un peu des statistiques de fréquentation. Sur une échelle mondiale, là, vous montrer vraiment comment cette plateforme-là a... Finalement, c'est ça, elle a évolué avec le temps. Et par après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet où là, je vais vous montrer à travers tout cet univers-là, le Web 2.0, les communications rapides en 2019, la plateforme Twitch.tv, où est l'historien dans tout cet univers-là. Et par la suite, je vais vous montrer quelques exemples de parcours, dont mon propre parcours. D'ailleurs, je tiens à préciser que présentement, vous êtes tous ici, en fait, au Musée de la Civilisation.
Mais également, il y a des gens que je n'ai pas encore salués, c'est tous les téléspectateurs, en fait, qui nous écoutent sur la plateforme, justement, twitch.tv. Alors, bonjour à tous. Contrairement à mes lives habituels, évidemment, je ne vois pas le chat défiler, je ne peux pas vous saluer individuellement, mais j'espère que vous êtes là en grand nombre et merci à vous d'assister ici. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, on est en live en ce moment. Rassurez-vous, vous ne serez pas filmé, l'assistance ne sera pas filmée, ce n'est que moi qui apparaît à la caméra, ainsi que mon PowerPoint, mais présentement, on est diffusé justement sur ma chaîne Twitch, dont Madame a fait la présentation un peu plus tôt. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu là-dedans que je vais vous guider en fait pour la prochaine heure. Et bien sûr, il y aura place là, pour la période de questions s'il y a des détails que j'ai moins bien abordés, des détails que vous auriez aimé que j'explique un peu plus. Ça sera le temps à ce moment-là de me les poser. Et dynamique particulière aussi par rapport aux autres conférences. Si jamais il y a des questions dans le chat qui me sont adressées, elles vont être répondues à la fin. Et Olivier Nadeau, mon technicien, que je remercie d'ailleurs d'être à la régie et de gérer la diffusion en direct sur Twitch, me communiquera à ce moment-là les questions au chat. Alors, sans plus d'attendre, comment on peut définir le Web 2.0? Alors, évidemment, c'est une plateforme qui est, c'est un concept, en fait, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Web social. Et c'est vraiment là qu'on va marquer la différence entre le Web 1.0 et le Web 2.0. Donc, le Web 2.0, bien sûr, vous l'aurez compris, fait suite au Web 1.0, qui, lui, est beaucoup plus caractérisé vraiment par l'Internet en lui-même, la création même de l'Internet, le principe même de pouvoir se connecter sur des sites Web et d'y consommer de l'information. Donc, on parle de quelque chose de vraiment beaucoup plus cloisonné, où les plateformes sont beaucoup moins reliées entre elles, où c'est moins facile d'accéder d'une information à l'autre. Alors, que le Web 2.0, lui, va vraiment faciliter l'accès à cette information-là. Alors, c'est caractérisé finalement le Web 2.0 par le partage ouvert des données par les usagers. On va le voir justement sur la cartographie du Web que vous voyez à droite de l'écran. Juste ici, voilà, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais le Web 2.0, ce qui va vraiment le démarquer par rapport au Web 1.0, c'est vraiment cette dynamique-là de partage ouvert des données par une multitude de plateformes qui vont être interreliées, interconnectées entre elles. Je vous ai cité quelques exemples juste ici. Là, dans le fond, on parle un peu de MSN, MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, la multitude de blogs également qui existent. D'ailleurs, il y a quelques-uns de mes collègues historiens, notamment le conférencier qui a présenté avant moi, Michel Thévenin, qui a lui-même un blog sur l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, ça, c'est un des exemples justement de plateformes qui entrent dans la grande catégorie du Web 2.0. Donc, rapidement, le Web 2.0, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez vraiment le Web 2.0, comme vous voyez avec mon pointeur laser, là, qui est vraiment au centre de toutes les facettes, en fait, qui vont composer le Web 2.0. Ensuite de ça, on va avoir différents paramétrages, différentes valeurs qui vont parfois être reliées au développement web, parfois à la façon dont cette information-là va être diffusée à l'écran, donc de l'interface d'utilisateur à la programmation, au développement web, au codage qu'il y a derrière ces plateformes-là, au développement informatique. Donc, si je passe un peu rapidement, vous voyez en blanc les différentes valeurs, en fait, qui composent le Web 2.0. On parle ici de convergence, de participation, d'utilisabilité, d'économie, évidemment, parce qu'avec la globalisation d'Internet, plus besoin vraiment de créer de papier, parce que l'information, la majorité de l'information va être vraiment diffusée sous format numérique. Alors, il y a une économie de ressources en ce sens-là. Également, le design, parce que chacune des plateformes va avoir un design vraiment particulier. La standardisation, évidemment, parce qu'on va accéder pas mal de la même façon à travers les sites Web en tapant l'URL, c'est-à-dire le lien Internet, dans le moteur de recherche, dans le navigateur Internet, pour accéder à cette plateforme-là. Donc, il y a des paramètres de standardisation à ce niveau-là. La réutilisabilité, donc c'est grosso modo là, les principales valeurs qui entourent le Web 2.0. Ensuite de ça, en vert, là, vous avez vraiment différentes facettes, différentes facettes là, qui composent les plateformes du Web 2.0. Donc, les logiciels communautaires, la taxonomie populaire, la taxonomie grosso modo, ça va être vraiment l'attribution de mots-clés sur de l'information qui va vous permettre de plus facilement la rechercher. Donc, il y a une différence entre taxonomie et folksonomie. La taxonomie, grosso modo, c'est vraiment standardisé avec des thésaurus, des outils de recherche là, qui sont beaucoup plus reliés au monde des bibliothèques, alors que la folksonomie, le mot le dit, folk, dans le sens de folklore, ça va être vraiment vous qui vont inventer les mots-clés que vous allez donner à l'information quand vous allez la créer. Ensuite de ça, là, vous avez en bleu, je ne reviendrai pas sur tous ces mots-clés-là, c'est seulement pour vous donner quelques exemples. En bleu foncé, je ne sais pas si vous les voyez bien dans la salle ou sur l'écran sur twitch.tv, mais grosso modo, c'est ça, ça va être différents paramétrages qui sont beaucoup plus reliés au développement web, à la programmation de ces plateformes-là, pour évidemment les personnaliser.
Et en rouge, je sais qu'on ne les voit pas très bien malheureusement, l'image est assez noire de ce que j'ai vu là, de ce que j'ai pris comme image. Mais grosso modo, vous allez avoir les plateformes comme par exemple YouTube, Google, Gmail, Hotmail, tous les services de courriel, tous les sites web, les plateformes de diffusion vidéo, Facebook, Instagram, tous les médias sociaux qui découlent ensuite de tout ce que je viens de décrire précédemment. Donc, vous me suivez jusqu'à maintenant? Excellent, on y reviendra à la fin là, si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Cette cartographie-là, en fait, qui l'a inventée, c'est Tim O'Reilly, qui est président en fait d'une grande firme d'informatique qui a vraiment posé les bases de qu'est-ce que c'est en fait le Web 2.0. Donc, finalement, comment on peut résumer le Web 2.0? J'y vais de ma propre définition. Pour moi, le Web 2.0, c'est vraiment l'externalisation, c'est-à-dire vraiment l'ouverture globale, en fait, de l'information et la simplification de l'Internet en diverses plateformes qui permet le partage de données multiples entre des utilisateurs. Et ça, on va avoir 7 principes, en fait, qui vont les définir. Donc, des services avec des possibilités d'économie d'échelle, un contrôle sur des sources de données uniques, considérer les utilisateurs comme des co-développeurs et pas seulement comme des consommateurs de l'information, tirer parti de l'intelligence collective, donc c'est vraiment tous les utilisateurs de l'Internet qui vont participer d'une certaine manière au développement, à la création d'informations. Meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand vous partagez des photos d'un de vos voyages à Cuba, par exemple, sur Facebook. Là, vous allez générer de l'information, vous allez téléverser des photos, vous allez leur attribuer des mots-clés, des descriptions, et tout ça va participer à de la création, à du partage d'informations vraiment sur le vif que plein d'utilisateurs vont pouvoir avoir accès finalement par après, dépendamment des paramètres que vous mettez. Donc, évidemment, ça va toucher le marché jusque dans sa périphérie à travers la mise en place de services prêts à consommer, entre guillemets. Ça va libérer, bien sûr, le logiciel du seul PC. Facebook, vous pouvez y accéder en dehors de votre propre ordinateur ou de votre téléphone, tablette. Moindrement, vous avez un appareil connecté à Internet. Vous pouvez accéder à Facebook, vous pouvez accéder à Instagram, vous pouvez accéder à YouTube. Donc, on va vraiment dématérialiser, en fait, l'information via, finalement, le Web 2.0. Puis ça offre bien sûr de la souplesse dans les interfaces utilisateurs, les modèles de développement, les modèles d'affaires. Donc, en résumé, le Web 2.0, c'est vraiment l'Internet tel que vous le connaissez en ce moment, avec tous les médias sociaux, toutes les plateformes que vous consommez parfois, pour certains d'entre vous, à tous les jours ou occasionnellement ou une fois de temps en temps. Donc maintenant, pour ce qui est de la consommation d'informations en 2019, évidemment, dans tout ce contexte-là, la recherche d'informations va entrer vraiment dans une nouvelle ère. Bien sûr, avant les années 2000, les gens se renseignaient dans les journaux, la radio, puis la télévision. Donc, on avait vraiment quelque chose qui était, les médias étaient vraiment isolés les uns des autres. Soit tu écoutais la radio, soit tu lisais le journal, ou tu écoutais la télévision pour vraiment avoir l'information ou te divertir, écouter ton téléroman favori. Puis même à l'époque, c'était même une activité sociale. Si on se rapporte entre autres au début du siècle, où, avec l'apparition de la radio, l'apparition de la télévision, les gens se réunissaient en groupe pour écouter le téléroman à la radio, pour écouter l'émission, justement l'émission Le Feuilleton qui passait une fois ou deux par semaine, dépendamment de l'émission. Puis c'était pareil pour les journaux à une certaine époque, entre autres au 19e siècle, dans l'époque que j'étudie. Lire le journal, c'était littéralement une activité sociale. À l'époque, les gens n'étaient pas tous illettrés, n'étaient pas tous instruits. Et c'était vraiment le notaire, le médecin, la personne instruite du village qui réunissait les autres à la taverne ou au magasin général. Et là, il y avait une lecture collective, une lecture sociale du journal. Donc là, maintenant, aussi bien dire qu'on est rendu vraiment dans une toute nouvelle ère avec Internet et le Web 2.0. Donc, on voit venir ensuite, au début des années 2000, l'apparition des premiers moteurs de recherche. Pensons entre autres à Netscape, Yahoo, Google, Bing, tous les moteurs de recherche que vous avez pu en fait, avoir accès au moins une fois dans votre vie. Puis maintenant, les sites web, grâce aux moteurs de recherche, grâce aux mots-clés qui sont derrière les plateformes, vous avez juste à taper, mettons, chat, chien ou lapin. Puis Google va tout vous sortir les plateformes qui mentionnent, parce qu'il va y avoir de la recherche plein texte, bien sûr, tout ce qui parle de chat, de chien ou de lapin à travers toute la sphère d'Internet. Et là, vous allez avoir toute la liste des sites que vous pouvez consulter ensuite pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc, encore une fois, le partage de données, là, ça va se faciliter progressivement, jusqu'à en venir aujourd'hui, finalement, en 2019. Médias traditionnels versus médias sociaux, souvent, quand on parle vraiment Web 2.0 ou Internet, on va placer souvent en opposition les anciens médias comme justement les journaux, la radio, la télévision, en opposition aux médias sociaux.
Moi, personnellement, je suis dans la fin vingtaine, début trentaine. Les gens de ma génération, bien sûr, ont baigné dans l'évolution technologique que je viens de vous résumer ici. Et souvent, ce que j'entends, puis surtout quand je parle à des personnes qui sont plus âgées que moi, souvent, ils vont dire ah, ben moi, j'ai écouté tel reportage aux nouvelles ou j'ai écouté le téléjournal, mettons, du vendredi soir, par exemple, à 18 h. Puis souvent, les gens de ma jeune génération vont dire ah, ben j'ai vu telle nouvelle sur Facebook. Ah, sur Twitter, j'ai cliqué sur un hashtag, puis ça m'a donné la nouvelle de telle journée. Donc là, il y a une différence justement entre les personnes qui consomment les médias traditionnels, les médias sociaux, mais elles ne sont pas forcément en opposition. Si je prends par exemple Radio-Canada ou TVA Nouvelles, de plus en plus, ils vont utiliser les nouvelles plateformes. Donc, ils vont être présents sur Facebook, ils vont poster les nouvelles dès qu'elles interviennent. Les journalistes, quand ils sont sur le terrain, vont être branchés à Twitter et vont pouvoir, via des hashtags, via des articles de 150 caractères, partager les nouvelles sur le vif pendant qu'ils font le reportage terrain, et ensuite revenir à la télévision et partager le reportage complet. Donc, on voit quand même que malgré tout, même s'il y a une certaine opposition entre les médias traditionnels et les médias sociaux, malgré tout, elles sont quand même capables de s'associer et de s'interrelier entre elles aussi. Donc, même de plus en plus, les individus, les entreprises, les médias vont publier régulièrement sur ces plateformes-là. Et bien sûr, ça va amener des enjeux au niveau de la protection, de l'expertise et de la validité de l'information consommée. Parce que si l'information avant était surtout consommée papier ou via les ondes radiophoniques ou télévisuelles, évidemment, c'était dur vraiment de reproduire ou de copier cette information-là. Donc, évidemment, avec l'externalisation, le partage ouvert des données, forcément, ça va amener des enjeux de sécurité, des enjeux de validité des experts aussi. Je pense que certains d'entre vous me voyaient venir, les fameuses fake news. Donc, pour vous donner un exemple, donc l'expression finalement qui a été sortie par le président actuel des États-Unis, Donald Trump, au début de son mandat. Puis en fait, Donald Trump, je vous dirais que c'est même pratiquement une de ses seules lubies en fait qui faisait à peu près du sens dans ce qu'il a dit. Parce que les fake news, effectivement, c'est un enjeu qui est bel et bien réel. Donc, pour vous donner un exemple, là, je vous ai sorti un vieil article de TVA Nouvelles où finalement, il y avait un chantier qui se déroulait autour d'une mosquée à Montréal, près de l'arrondissement Côte-des-Neiges. Et là, il y avait une nouvelle qui est sortie à TVA Nouvelles, comme quoi les gens de la mosquée avaient dit « Non, 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 on ne veut pas avoir de femmes sur le chantier, il faut qu'elles se retirent du chantier, sinon les travaux n'auront pas lieu, ça n'a pas de bon sens, puis bref, grosse dénonciation et tout. » Et là, évidemment, ça a fait un effet boule de neige. La nouvelle a été partagée sur Twitter, sur Facebook, partout. Et là, tout de suite, des groupes comme la Meute, des groupes militants se sont dit « Ça n'a pas de bon sens, ils briment nos droits, les femmes ont le droit de travailler autant que les hommes. » Bam, organisation d'une grosse manifestation. Grosse levée, gros effet boule de neige. Sauf que, en revérifiant les informations, en recueillant une nouvelle fois les témoignages et en recolligeant des informations, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une fausse nouvelle. Les gens de la mosquée n'avaient jamais officiellement dit aux ouvriers du chantier que les femmes n'avaient pas le droit de travailler au chantier qui était près de la mosquée. Les témoignages, finalement, n'avaient pas été récoltés exactement convenablement. Il y avait des informations qui se sont mélangées, de l'information qui avait été mal interprétée, trop prise sur le vif. Et finalement, ça s'est avéré être une nouvelle totalement fausse. Par après, TVA Nouvelles a présenté ses excuses quelques jours après la publication et la Meute a annulé par après sa manifestation qu'elle était censée faire par rapport à ça. Donc, c'est pour vous dire, en fait, là, que oui, effectivement, le partage des données, c'est bien, ça va démocratiser l'information, ça va démocratiser la science. Mais par contre, il faut faire attention de toujours valider la source avec laquelle on va consommer l'information. Ça, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui va traverser les âges. Autant, bien sûr, qu'on va pouvoir critiquer un auteur de livre, qu'on va pouvoir critiquer, par exemple, un document d'archives. Je pense que ça doit être la même chose aussi pour tout ce qu'on retrouve, évidemment, sur Internet, sur les différentes plateformes, les différents médias sociaux. Toujours se poser la question, oui, OK, la personne a l'air experte, mais est-ce qu'elle dit vraiment la vérité? Et d'aller ensuite comparer la même information avec d'autres plateformes. Donc maintenant, passons sur le vif du sujet, la plateforme en fait qui nous intéresse dans le Web 2.0, c'est-à-dire Twitch.tv. Il faut savoir qu'anciennement, la plateforme Twitch.tv s'appelait Justin.tv. Elle était fondée par les deux messieurs que vous voyez ici, Justin Kan et Emmett Shear, qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui toujours les co-directeurs de Twitch.tv, les co-PDG en fait. Ils ont fondé une plateforme qui s'appelait Justin TV en 2006. C'est une plateforme qu'on va catégoriser de live casting, c'est-à-dire du contenu vidéo en direct qui met en scène la vie de tous les jours, souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va pouvoir, par exemple, consommer des diffusions en direct de travail de graphisme, de promenade au parc, de repas au restaurant, n'importe quoi, n'importe quelle scène de la vie de tous les jours que la personne a envie de diffuser et de partager, bien, elle va pouvoir le faire via cette plateforme-là. Excusez-moi.
Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est très simple, un peu à l'image d'un compte Facebook ou d'un compte YouTube que vous allez vous créer. Vous allez aller sur la plateforme la première fois, on va vous demander de vous créer un compte utilisateur totalement gratuit avec un pseudonyme, un surnom en fait que vous seul va choisir et qui va être propre à vous-même. De la même manière que moi, je m'appelle Hellfrank sur Twitch. Évidemment, ce n'est pas mon vrai nom, vous l'avez entendu en début de présentation. C'est un pseudonyme. On a un peu le même principe en fait sur Justin TV. Donc, on va pouvoir se créer un compte gratuit pour voir et ou diffuser soi-même en direct. Pour diffuser soi-même, qu'est-ce que ça prend? C'est un peu le même principe que Twitch aujourd'hui. Ça va vous prendre un logiciel en particulier où vous allez pouvoir bâtir des scènes, des interfaces, faire la transition entre chacune d'entre elles et vous bâtir une interface de diffusion. Ensuite, via toute une programmation assez complexe que je ne décrirai pas aujourd'hui, ce logiciel-là va prendre votre bande passante, votre connexion Internet et diffuser ce que vous montrez via l'écran du logiciel. Donc, finalement, c'est ça. C'est un peu le même principe pour Justin TV. On utilise un logiciel d'encodage. On va filmer par une caméra, une webcam, en fait, et via une connexion Internet et via un micro qui va être branché à l'ordinateur. On va interagir verbalement avec les spectateurs via un chat écrit aussi. Et voici à quoi ressemblait l'interface de Justin TV à l'époque où ça existait encore. Donc, vous voyez un peu ici, je vais vous le montrer avec le pointeur laser pour les différents éléments. Là, ici, vous avez l'écran de la diffusion, qui part bien sûr du logiciel d'encodage, du logiciel de montage vidéo et qui va être propulsé sur la plateforme dans l'interface de Justin TV. Là, vous voyez une personne est dans un café, elle travaille sur son portable, elle est en train probablement de faire du travail de graphisme ou de l'édition ou du traitement de texte. Et elle va se filmer, elle va avoir une caméra vraiment pointée vers elle pour regarder la caméra et interagir avec les spectateurs, un peu comme ils font actuellement à la télévision. Donc là, vous avez ensuite la date de la diffusion, le nombre de temps, en fait, depuis que la diffusion est en ligne, la description de la personne, de son profil. Ensuite de ça, vous avez le chat ici avec tous les pseudonymes qui défilent, tous les messages qui ont été écrits pendant la diffusion. Et c'est un peu comme ça, finalement, que Justin TV se présentait à l'époque où le site existait. Au total, qu'est-ce qu'a donné Justin TV? Il va sentir qu'elle a généré un trafic monstrueux, en fait, sur Internet. On parle de plus de 90 690 chaînes de créées, plus de 3 000 diffuseurs qui étaient actifs en même temps sur la plateforme, 24 478 événements de diffusés et au total, 119 ans de vidéos diffusées et archivées sur la plateforme. Il va y avoir également un trafic de 3,6 gigs par seconde de flux vidéo. Donc, quelque chose de vraiment très, très, très énorme. Je vois les gens qui sont streamers également hocher de la tête. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec ça, c'est que dans le fond, quand vous êtes sur Internet, quand vous allez sur un site web, vous consommez une vidéo, il y a de la bande passante qui est consommée sur votre forfait Internet. Et évidemment, diffuser, ça prend énormément de bande passante parce que c'est un trafic continu d'informations. Et avec le streaming, évidemment, surtout si vous êtes vraiment en haute définition, ça va générer un trafic quand même assez important là, de données qui va se transmettre de part et d'autre, finalement, de votre ordinateur et les serveurs de l'Internet. Par après, on assiste à la naissance et à la croissance de la plateforme qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle Twitch.tv. Alors, à la base, en 2011, Justin TV, oui, avait des diffusions de live casting, mais évidemment, le monde des jeux vidéo et l'industrie est en train de prendre son essor en même temps. Alors, Justin TV, dans un coup de marketing, a fondé une branche spécialement dédiée aux jeux vidéo qui était sur leur plateforme. Mais ils se sont rendus compte, en fait, qu'en 2011, la branche jeux vidéo de Justin TV était ce qui attirait le plus de téléspectateurs et ce qui générait le plus, finalement, d'affluence du public. Alors, en 2011, bien évidemment, cette branche-là va gagner en grande popularité. Et devant cette popularité-là, devant la baisse de popularité aussi des autres catégories de diffusion sur Justin TV, les cofondateurs vont décider de fermer définitivement Justin TV pour fonder Twitch.tv. Et donc, finalement, on va créer Twitch, un site qui est vraiment dédié d'abord et avant tout à ce type de diffusion-là, où, comme vous le voyez ici, des joueurs, finalement, vont diffuser leur partie de jeu en direct. Là, ici, vous avez deux des diffuseurs les plus populaires de la plateforme. En haut, vous avez Dr. Disrespect, son pseudonyme, qui est un Américain, qui est un des diffuseurs les plus populaires aux États-Unis, un champion de jeu de tir à la première personne, qui compte en moyenne 20 000 personnes à chaque fois qu'il lance une diffusion. Donc, vraiment une audience très, très, très élargie. Et en dessous, vous avez le très populaire Ninja, qui a passé bien souvent d'ailleurs dans plein de journaux, notamment le Journal de Québec. Quelqu'un qui est réputé pour avoir fait 500 000 $ par mois pendant 1 an sur sa chaîne Twitch. Là, il y a une nouvelle récente par rapport à Ninja qui est sortie il y a 2 jours. Ninja aurait brisé son contrat avec Twitch, aurait changé de plateforme pour aller vers Mixer, qui est une plateforme un peu similaire à Twitch, mais qui est possédée par la compagnie Microsoft. Donc là, il aurait carrément changé de cap pour se créer une chaîne en fait sur cette plateforme-là à la place. Donc, ce que vous voyez là,
C'est limite un morceau d'histoire parce que Ninja n'existe plus sur Twitch, en réalité. Donc finalement, c'est ça. On va fermer Justin TV, qui est surpassé par Twitch en popularité. Et déjà, dès 2012, dès la création de Twitch, on parle d'à peu près 15 millions de visiteurs par mois sur la plateforme. Donc une popularité là, vraiment extrêmement rapide. Sur Twitch, la manière que ça fonctionne, c'est très simple. Lorsque vous créez un compte utilisateur, c'est soit pour regarder des diffusions ou soit pour en faire vous-même ou en regarder également. Quand vous créez un compte, vous êtes considéré comme un diffuseur régulier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune monétisation. Tout ce que vous pouvez recevoir en fait en retour de vos diffusions, c'est le fait que les personnes peuvent suivre votre chaîne, l'équivalent d'un j'aime sur une page Facebook. Et ensuite, après un certain nombre de temps, quand vous faites des diffusions, ça va bien, vous commencez à avoir du public, Twitch va vous proposer de devenir un affilié Twitch. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des abonnements sur votre chaîne. Ce que ça veut dire, c'est que quand, mettons, vous allez voir un diffuseur sur twitch.tv et vous dites « Wow, j'aime vraiment ce que cette personne le fait, j'aime son contenu, j'aurais envie d'encourager », il y a un système en fait implémenté à Twitch qui permet de vous abonner mensuellement pour la somme de 5 $ ou 10 ou 25 $ US, selon le montant d'argent que vous voulez donner au diffuseur par mois. Ce qui va vous considérer en fait comme étant un abonné de sa plateforme. Donc, vous allez avoir un badge à côté de votre nom qui va vous identifier comme tel. Vous allez avoir droit à certains émoticônes pour utiliser dans le chat qui va être personnalisé pour cette chaîne-là. Et ça va vous donner, c'est ça, certains petits avantages comme ça, moyennant, bien sûr, le montant par mois que vous voulez donner. Donc ça commence avec l'affilié. Et ensuite, après un certain temps, si vous devenez vraiment assez populaire, vous devenez un partenaire Twitch. Présentement, ma chaîne, elle est partenaire Twitch depuis octobre 2018. Et justement, ça me donne un certain montant au niveau des abonnés. Ça me donne certaines options de plus de diffusion que les affiliés n'auront pas forcément. Différents petits avantages comme ça que Twitch va offrir à ses diffuseurs. Sinon, vous pouvez recevoir évidemment des dons PayPal. Il y a une manière de relier votre compte PayPal à votre compte Twitch. Si les gens veulent vous faire des dons, que ce soit des petits dons ou des plus gros dons, peu importe. Vraiment, là, vous donnez un don par rapport à une autre plateforme. Et c'est ça, à partir du statut d'affilié, vous gagnez des revenus basés sur les abonnements et les bits, qui sont une monnaie vraiment dédiée à Twitch que vous pouvez acheter et donner aux diffuseurs aussi, moyennant l'achat par de la vraie argent. Donc, comme je le disais, dans un premier temps, Twitch était vraiment une vitrine pour le e-sport, le sport électronique. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le concept, grosso modo, le sport électronique, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias ou dans les journaux que vous avez lus en vous levant un matin. C'est grosso modo du sport compétitif, mais électronique. C'est-à-dire que ça va être des jeux compétitifs, généralement joués en équipe ou seul, où vous allez compétitionner contre d'autres joueurs, que ce soit des jeux de tir à la première personne, des jeux de sport, des jeux de combat, de stratégie. Le fait étant que vous allez jouer à ce jeu-là, vous allez développer des stratégies pour vaincre votre adversaire dans ces jeux-là. Et avec le temps, cette industrie-là va prendre vraiment un essor phénoménal. Donc, comme vous le voyez ici, à droite, vous avez les championnats mondiaux d'un jeu qui s'appelle League of Legends. On croirait regarder un match du Super Bowl, carrément. Vous voyez le grand stade rempli avec les grandes estrades, les grands effets lumineux, les grands écrans et tout ça, avec les joueurs qui sont au centre avec leur ordinateur et qui jouent au jeu, tout simplement, qui compétitionnent les uns contre les autres. Et là, vous voyez des centaines de milliers de spectateurs qui viennent au stade les encourager. C'est pour vous dire à quel point le phénomène a vraiment explosé. Alors, Twitch était vraiment à la base une vitrine pour ce genre de diffusion-là, pour des joueurs compétitifs qui, en dehors des tournois, avaient envie de continuer à diffuser leurs performances de jeu, se créer un compte Twitch et devenaient des diffuseurs sur Twitch. Il y en a certains qui ont gagné une popularité assez impressionnante, notamment le diffuseur XQC. Donc, c'est ça, un Québécois, en fait, qui est originaire de Laval, qui habite au Texas présentement et qui gagne vraiment des centaines de milliers de dollars, en fait, sur sa chaîne parce qu'il a participé à des championnats mondiaux du jeu Overwatch. Donc, c'est pour vous dire, en fait, là, comment cet essor-là a pris vraiment beaucoup d'ampleur, beaucoup d'ascension. Et finalement, devant la popularité grandissante de la plateforme, la société Amazon, donc le fameux site d'achat en ligne, va acheter Twitch.tv pour 970 millions de dollars en 2014, ce qui va leur donner les droits de propriété à Twitch, mais qui va rendre quand même indépendant la compagnie Twitch qui est basée à San Francisco et qui compte environ 80 employés dans leur équipe.
Qu'est-ce que ça donne au niveau statistique sur Twitch? En surfant sur Internet, je suis tombé sur le site Influencer Marketing Hub, qui m'a sorti des statistiques assez intéressantes qui datent de mai 2019. On compte au total 81,5 % des utilisateurs sur Twitch qui sont de sexe masculin. Donc, près du 3/4 des gens qui fréquentent cette plateforme-là sont des hommes. Et on a à peu près 20 %, peut-être un petit peu moins, que finalement, ce sont des femmes. 55 %, donc un peu plus de la moitié, ça va être vraiment de la plus jeune génération, des 18 à 34 ans. 30 millions de dollars en événements de levée de fonds qui sont organisés par les diffuseurs sur Twitch vont être générés sur la plateforme. Et au total, on compte 220 000 diffuseurs affiliés et 27 000 partenaires, donc des diffuseurs de partout à travers le monde. 21,32 % des spectateurs vont être des Américains. 62 % des diffusions sur Twitch sont des diffusions qui sont faites en anglais. Et au total, par jour, on compte à peu près 100 000 spectateurs de moyenne, si ce n'est pas même plus, là, parce que je pense que le chiffre a augmenté récemment. Donc, c'est pour vous dire que ce site-là vraiment est très, très, très populaire aujourd'hui et génère vraiment beaucoup d'affluence de la part des téléspectateurs. Par contre, au fil des années, pour ceux et celles d'entre vous qui sont moins attirés par les jeux vidéo, Twitch a ramené la branche sociale de live casting qui avait amené Justin TV au début des années 2000. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, vous avez des diffusions de ce qu'on appelle le just chatting, des diffusions où simplement la personne va parler à ses téléspectateurs de tout et de rien, entamer des discussions et animer des discussions de groupe via le chat. On a des diffusions de talk shows, de podcasts qui portent sur différents sujets, des émissions de fabrication, où finalement des bijoutiers, des joailliers, des ébénistes vont fabriquer en fait leur création en live, en direct, vous expliquer un peu comment ça marche, puis il y a un bel aspect pédagogique justement développé par rapport à ça. Et aussi la catégorie Food and Drink, où notamment Bob le Chef, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cuisinier très populaire au Québec, là, qui fait beaucoup d'émissions à Radio-Canada. Ben, il a sa propre chaîne Twitch, l'Anarchie culinaire, où il diffuse ses émissions de cuisine. J'ai même moi-même d'ailleurs été l'un de ses invités il n'y a pas très longtemps. Et là, pour vous donner des exemples de diffuseurs un peu plus québécois cette fois-ci, il y a également une catégorie musique. Donc, des musiciens, des chanteurs, des guitaristes, des pianistes, peu importe, vont prendre leurs instruments de musique, vont se pogner vraiment un set de micro, de l'équipement, et vont diffuser leurs performances en direct. Et là, ben, ça me permet en même temps de vous montrer d'un peu plus près l'interface de Twitch. Donc là, ça, c'est une capture d'écran que j'ai pris de mon propre compte. Vous voyez en fait toutes les chaînes que je suis, sur lesquelles j'ai cliqué sur le bouton « Follow ». Vous avez l'écran de la diffusion où vous voyez la personne performer, faire ce qu'elle fait en fait là, dans ses diffusions. Les informations à propos de son compte, les rediffusions en direct si vous souhaitez les voir, les clips qui ont été pris, le nombre de personnes qui suivent la page, le nombre de personnes qu'elle-même va suivre, le nombre de chaînes qu'elle va suivre. Et le plus important, bien, vous avez le chat à droite où vous pouvez parler avec la personne va voir votre message et directement vous répondre. Donc ça génère une interaction sociale très, très intéressante, surtout pour ce genre de diffusion-là. Ou dans ce cas-ci, ben, il va prendre des demandes spéciales en fait, là, de sa liste de chansons, les jouer devant vous, selon ce que vous aurez demandé là, comme chanson. Autre exemple que je peux vous donner aussi, il y a également des diffusions artistiques. Donc, Lucide, une streameuse originaire de France, qui va littéralement diffuser en direct tout son processus de dessin. Donc, elle va faire de la création de dessin, vous le montrer en direct, vous parler en même temps, discuter un peu de tout et de rien, parler de ses techniques de dessin. Donc, du potentiel, autant de divertissement que d'apprentissage qui est possible là-dessus. Bob le Chef, comme je le disais tantôt avec son émission L'Anarchie culinaire, c'est pour vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça donne au niveau de son émission, au niveau de son interface en fait de diffusion. Et maintenant, le principal du sujet, où est-ce qu'elle est l'histoire là-dedans? Où est-ce que nous, les historiens, en plus c'est ça, chaque profession a ses stéréotypes, c'est-à-dire que finalement, on va souvent dépicter les historiens comme étant des personnes comme étant des rats de bibliothèque, enfermés dans leurs livres, enfermés dans leurs papiers poussiéreux, qui ne sortent pas beaucoup de leur tour d'ivoire universitaire. Quand on parle d'un historien à beaucoup de personnes, en général, bien, souvent, ça, c'est un des genres de stéréotypes qui va parfois ressortir. Donc là, il y a lieu de se demander, bien, effectivement, les historiens, où est-ce qu'on est, nous, dans cet univers-là? Bien, les façons de diffuser l'histoire et le patrimoine, en fait, aujourd'hui, avec toute la personnalisation qu'il y a derrière les plateformes du Web 2.0, comme Twitch, comme YouTube, et les différents médias sociaux, bien, elles sont multiples et variées, et la seule limite n'est que notre imagination.
Par contre, ça nous nécessite, nous les historiens, plusieurs éléments pour que ça fonctionne, en fait, pour que les gens aient envie de consommer l'information qu'on va leur donner. Ça va nous demander d'avoir un bon esprit de synthèse, d'avoir un bon niveau de vulgarisation, sans forcément diminuer la rigueur de notre propos, sans dénaturer, en fait, là, justement, la nature de nos travaux. Ça va nous demander aussi de s'adapter aux nouvelles technologies, d'apprendre comment ça marche Twitch, comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionnent les logiciels de montage et tout. Donc, il y a de l'apprentissage un peu, effectivement, technologique et technique que ça va nous demander. Puis également, ça va nous demander de nous adapter au type de public. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui apprend l'information de la même manière, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir apprendre les mêmes notions, apprendre les mêmes types de sujets et autres. Donc, c'est de s'adapter au public auquel on veut s'adresser. Puis ça nous demande surtout d'avoir de l'audace et de ne pas avoir froid aux yeux. Je vous ai sorti différents exemples avant de parler un peu plus de ma propre chaîne. Les initiatives en fait, là, de transmission du savoir ont commencé quand même assez de bonne heure de ce que j'ai remarqué dans mes recherches. En 1971, il y a Michael Hart, qui est un étudiant de l'Université d'Illinois aux États-Unis, qui a démarré le projet Gutenberg, qui fait référence finalement à celui qui a inventé l'imprimerie au 15e siècle. C'est une bibliothèque virtuelle où on va numériser des centaines de milliers d'ouvrages dans 42 langues différentes. Où finalement, lorsque vous avez envie d'en savoir un peu plus sur un sujet, vous allez sur leur plateforme et vous pouvez télécharger là, des articles, des monographies et autres qui ont été numérisés là-dessus. Vous pouvez, c'est ça, y accéder puis finalement consommer l'information, apprendre, vous cultiver en fait à travers toute la production scientifique qui est numérisée là. Là, malheureusement, je vous avais sorti une vidéo en fait pour un projet sur lequel j'ai contribué en fait dans les premières phases qui s'appelle le Chronoscope. Mais je vais simplement vous l'expliquer brièvement. Là, dans le fond, le Chronoscope, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative québécoise qui est une collaboration entre BANQ, l'ENAP et la Ville de Québec et la Ville de Gatineau qui entend numériser des photos d'archives et demander au public de participer en fait à l'enrichissement en fait de ces images-là. Donc, les gens vont pouvoir aller sur le site web, remplir ce qu'on appelle des missions, comme par exemple les magasins ou les restaurants de la Ville de Québec. Et là, image par image, ça va vous montrer des documents d'archives tirés de ces centres d'archives-là, que vous pourrez ensuite décrire, mettre des mots-clés, puis aider à repérer sur Google Maps. Donc, simplement pour les situer puis mieux les décrire, en fait. Et ce site web-là, j'avais travaillé dessus là, vraiment dans les phases préliminaires pour faire une veille sur ce genre de plateforme-là. Maintenant, passons à YouTube, la plateforme que beaucoup d'entre vous connaissez, j'en suis assez certain. Il y a une chaîne française, en fait, que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Nota Bene. Alors, Nota Bene, en fait, c'est un jeune homme du nom de Benjamin Briot qui a pris le pseudonyme Nota Bene et qui, avec un background en histoire, c'est quelqu'un qui a fait une année, en fait, de licence qui est l'équivalent du baccalauréat pour nous en France et qui a étudié aussi en audiovisuel. Il est technicien audiovisuel de profession. Et il a bâti une chaîne de vulgarisation historique où, avec des petites vidéos, il va vraiment vulgariser différents types de sujets plus ou moins spécialisés pour justement instruire les gens sur l'histoire de façon divertissante et décontractée, assez relaxe. C'est une chaîne, en fait, qui est très, très populaire en France avec plus de 900 000 abonnés, 900 000 personnes qui suivent la page, 70 millions de vues au total sur les vidéos et en moyenne entre 90 000 et 2,6 millions de vues sur chacune de ces vidéos. Initiative maintenant un peu plus locale, vous reconnaîtrez probablement le visage qui est à l'écran en ce moment, Laurent Turcot, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste entre autres de la Révolution française, qui a une chaîne YouTube qui s'intitule « L'Histoire nous le dira », une chaîne qu'il a démarrée en 2017, qui compte actuellement plus de 40 000 abonnés, donc des personnes qui suivent la chaîne comme telle. Plus de 1 million de visionnements au total et entre 3 000 et 30 000 vues sur chacune de ces vidéos. Et maintenant, passons à ma propre initiative. Donc, L. Frank, Histoire Gaming. Pour vous expliquer l'origine de mon pseudonyme, si vous vous demandez pourquoi j'ai un pseudonyme comme ça, la raison est en fait toute simple, c'est que moi, j'ai deux grands frères, en fait, qui ont environ 10 et 12 ans de plus que moi. Et j'ai donc évidemment pas grandi au même rythme qu'eux, on n'est pas de la même génération. Et quand j'étais petit, ils m'appelaient toujours L. Frank. Salut Al Frank, comment ça va Al Frank? Et là, quand je me cherchais en fait un pseudonyme dans le temps que je jouais sur la Xbox 360, j'ai tapé ça, E.L. Frank. Je trouvais que ça faisait vide, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de punch là-dedans, ça regardait pas très bien. Et là, je me suis dit, bon, on va transformer le L en Hell, Hell Frank. Voilà. Et finalement, c'est ça qui a conditionné, comme vous le voyez, le logo, le marketing derrière ma chaîne, toute vraiment la diffusion de mon concept s'est faite autour de ce pseudonyme-là, finalement. Donc là, vous voyez finalement un personnage, en fait, là, qui est littéralement un guerrier du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge, avec son casque codique avec des rivets, avec des cornes
qui lui traverse le casque avec toutes les flammes derrière. Donc, on fait le lien là, finalement facilement avec mon pseudonyme. Alors moi, de mon côté, c'est une chaîne que j'ai démarrée officiellement en février 2018. Puis le but de ma chaîne, en fait, c'est littéralement de jouer à des jeux à thématique historique et de parler d'histoire, le tout en simultané. Alors, je vais faire aussi également des podcasts avec d'autres historiens, d'autres invités, des passionnés qui ont des choses à raconter par rapport à l'histoire. Et pour faire un lien justement avec les fêtes de la Nouvelle-France, puisqu'on est là un peu en même temps pour valoriser cette histoire-là, malheureusement, j'ai eu un peu un problème par rapport à ça parce que des jeux de l'époque de la Nouvelle-France appellent aux développeurs qui pourraient nous écouter potentiellement en ce moment, soit sur Twitch ou peut-être même qui seraient dans la salle. Il n'y a pas de jeu, en fait, sur l'époque de la Nouvelle-France directement. Il n'y en a pas qui ont été créés encore. Alors, je vous ai sorti des exemples de jeux, en fait, là, qui ont passé déjà sur ma chaîne, notamment Assassin's Creed 4 Black Flag, qui met en scène, en fait, l'univers de la piraterie dans les Caraïbes au 18e siècle. Même si ce n'est pas de l'époque de la Nouvelle-France, on s'entend que ça fait quand même un peu partie de l'histoire de la Nouvelle-France aussi. Parce qu'à l'époque, la Nouvelle-France était dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc, finalement, il y avait des biens qui transitaient entre la Nouvelle-France, la France et les Caraïbes. Donc, on est quand même là dans cette thématique-là de commerce maritime, de voyage, puis d'échange de biens là, entre les Caraïbes et la Nouvelle-France et la métropole. Alors, un jeu qui met vraiment en scène cette thématique-là. Et en plus, qui nous fait voir des personnages qui ont réellement existé. Donc ici, vous avez Edward Kenway, qui est le personnage, en fait, le protagoniste du jeu, qui est un personnage fictif. Mais à sa droite, est-ce que vous l'avez reconnu? Le célèbre pirate Barbe Noire en personne. Alors, on le voit littéralement, Edward Kenway qui va interagir avec Anne Bonny, Jack Rackham, Barbe Noire, tous les célèbres pirates, là, Henry Morgan, qui ont circulé à travers les mers et qui ont marqué vraiment l'univers de la piraterie. On va les voir mis en scène, on va voir un peu des interprétations de leur personnalité, on va voir autour de nous un échantillon, en fait, c'est ça, là, de l'environnement qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. On va s'immerger, vraiment se plonger dans une époque basée, bien sûr, sur des sources historiques. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec la série Assassin's Creed, parce qu'ils engagent des historiens consultants pour documenter l'époque des jeux qu'ils vont concevoir. On n'a qu'à penser, par exemple, à Assassin's Creed Unity, qui est un jeu, en fait, qui met en scène la Révolution française. Laurent Turcot, que je vous ai montré un peu plus tôt, a participé comme consultant à Assassin's Creed Unity. L'autre jeu en dessous, si vous vous demandez ce que c'est, en fait, c'est un jeu qui s'appelle Sea of Thieves, en français, la mer des pirates, la mer des voleurs. Donc, c'est un jeu, encore une fois, qui va mettre en scène le monde de la piraterie au 18e siècle. Et c'est un jeu qui est un peu dessiné de façon cartoon, bande dessinée, comme vous le voyez là sur l'image que je vous ai sorti d'un boulet de canon, d'un canon qui tire sur un navire ennemi. Et c'est un jeu, en fait, contrairement à Assassin's Creed, qui est un jeu à un seul joueur, où vous allez évoluer à travers une histoire avec des personnages, un scénario. Sea of Thieves, il n'y a pas réellement d'histoire ou de scénario comme tel. Il y a des quêtes, il y a des actions à exécuter, il y a des tâches à faire aussi avec son équipage. Mais en fait, le but, c'est un jeu multijoueur, c'est-à-dire que vous allez vous réunir avec vos amis, qui vont être un peu votre équipage de navire. Et vous allez exécuter différentes quêtes, différentes missions. Vous allez explorer des îles, trouver des cartes au trésor, déterrer des trésors, combattre des créatures marines, des squelettes morts-vivants. Toutes des créatures qui sont basées vraiment sur le folklore des marins de l'époque. Donc, encore une fois, il y a manière, justement, quand on joue à ce jeu-là en direct sur Twitch, par exemple, moi, ce que ça me permet de faire, c'est d'expliquer aux gens, voici un peu comment étaient les modèles de navires, voici un peu comment était tel modèle de canon, telle créature qu'on rencontre, comme par exemple le fameux Kraken ou le Mégalodon. Le Kraken, d'où est-ce que ça vient? C'est quoi les contes qu'il y a par rapport à ça? Comment cette créature-là a été pensée, imaginée? Puis même chose pour Assassin's Creed, qui est un bon terreau fertile, en fait, pour la pédagogie de l'histoire. Ça va me permettre de dire, là, Barbe Noire, qui c'était? Est-ce qu'il est réellement comme on le voit dans le jeu? Est-ce qu'il a réellement exécuté telle ou telle action? Est-ce qu'il est reconnu vraiment pour les actions qu'il a exécutées, qu'on dit qu'il a exécutées? Sans parfois forcément répondre à toutes les questions, ça va me permettre au moins de susciter la réflexion chez le téléspectateur. Donc, pour vous montrer un exemple de quoi j'ai l'air, en fait, quand je suis sur Twitch, ça a l'air de ça.
Alors, je vais vous expliquer très brièvement qu'est-ce que j'ai pensé en fait comme interface. Donc là, vous me voyez ici avec ma caméra, mon micro qui est devant moi, mon logo qui est en haut à gauche là, finalement pour bien représenter ma chaîne Twitch. Le chat que vous voyez à droite avec les gens qui me parlent, qui me posent des questions, souvent on parle de tout et de rien, on déconne, on rit. Cet environnement-là, vu que Twitch.tv est une plateforme de divertissement d'abord et avant tout, moi je ne veux pas que les gens arrivent sur ma chaîne et se sentent vraiment pris dans un contexte, on va dire, de salle de classe. Je veux que les gens arrivent en se disant « Ah ben là, je suis chez nous, je suis relax, je vais aller regarder quelqu'un diffuser des parties de jeux vidéo. Je viens ici pour me détendre. » Et là, ils tombent sur ma chaîne et ils voient « OK, le gars, c'est un historien. OK, il a des connaissances. OK, il joue à des jeux qui se rapportent à l'histoire. » Et là, moi, je lui explique, ben, regarde, tel élément, ça vient de telle place, on a telle source qui nous le documente. Et là, souvent, ce que ça va susciter comme réaction chez les spectateurs, c'est « Ah, ouais, ah, ben, je savais pas ça. » Puis là, souvent, il va m'arriver parfois avec des idées un peu préconçues sur l'histoire, comme par exemple, « Ah, ben, c'est intéressant, mais moi, l'histoire, trop de par cœur, trop de dates à apprendre, je n'ai pas vraiment aimé ça, j'ai tout coulé mes cours quand j'étais au secondaire. » Puis là, ben, ces personnes-là, souvent, je vais arriver puis je vais lui dire « Oui, mais attends, l'histoire, c'est une enquête du passé, c'est pas du par cœur. » Puis là, je vais commencer à lui expliquer un peu ma vision de l'histoire. Et là, la personne va dire « OK, j'avais pas vu ça comme ça. » Et là, je vais avoir capté son intérêt, elle va continuer à regarder ma diffusion, à me regarder progresser dans le jeu. Et ensuite, via les éléments que je vais lui montrer, ben, finalement, je vais lui apprendre un peu certains us et coutumes, certains aspects du mode de vie, comment était fabriquée telle ou telle arme, tel vêtement, selon telle caste sociale, finalement, à quoi ça va ressembler. Ce genre de choses-là, finalement, que je peux transmettre comme valeur pédagogique. Et ben, c'est ça, comme élément de culture, là, finalement, aux personnes. Et donc, là, vous voyez ma caméra. Vous voyez la dernière personne qui a suivi ma chaîne, le dernier don que j'ai reçu, le dernier abonné aussi, la dernière personne qui s'est abonnée. Vous avez ici le plus gros don que j'ai reçu, le nombre d'abonnés aussi que j'avais à ce moment-là. Le nombre de followers que j'avais, j'en étais à 2132 à ce moment-là. Et ben là, vous avez le chat là, finalement à ma droite. Une interface somme toute assez simple. Parfois, il y en a qui ont des interfaces un peu plus complexes, parfois des plus simples encore que ce que j'ai. Le but étant que finalement, sur Twitch, on peut vraiment personnaliser nos diffusions à notre façon. Donc moi, c'est la façon que j'ai choisie finalement pour illustrer, par exemple, Assassin's Creed 3, qui est un jeu qui se déroule à l'époque de la Révolution américaine. Révolution américaine qui survient à peu près une quinzaine d'années après la conquête de la Nouvelle-France, qui est un événement, bien sûr, qui a provoqué beaucoup de vagues, beaucoup de réactions politiques à travers toute l'Europe, qui est même une des sources de la Révolution française parce que la France avait fortement contribué financièrement et militairement à l'indépendance américaine, ce qui a beaucoup vidé les coffres du trésor public et qui a été un des éléments d'ailleurs qui a mené ultimement à la Révolution française. Donc ça, c'est le genre de choses que je peux expliquer justement tout en jouant, tout en leur montrant une interface de jeu qui est ludique, divertissant, décontracté, mais qui peut être pédagogique en même temps. Autre type de live également que j'ai fait, vous remarquez que si vous regardez la catégorie en bas de ma diffusion avec mon titre, je ne suis pas dans une diffusion de jeux vidéo. Ça, c'est l'aspect que je fais parfois sur mes diffusions en direct. C'est que je vais parler parfois d'événements historiques. Comme là, c'était une diffusion spéciale que j'ai fait pour le débarquement de Normandie le 6 juin de cette année. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des images, des cartes, je me suis pris des notes, j'ai pris des vidéos, puis je me suis monté une structure, en fait, pour littéralement donner un cours d'histoire sur le débarquement de Normandie. Donc là, vous voyez ici que là, je suis en train d'expliquer à mes diffuseurs un peu les mouvements de troupes, le territoire qui était occupé par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que s'est déroulé le débarquement. Ce genre de choses-là que je suis capable de montrer finalement avec ce que me permet l'ordinateur et ce que me permet les logiciels et la diffusion, là, en fait, via Twitch.tv. Puis encore une fois, ben là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble l'interface lorsque vous êtes sur ma chaîne. Il y a bien sûr mon nom, avec mon logo, le nombre de rediffusions qui est disponible si jamais vous voulez regarder des lives en différé. Les clips également, les événements que j'ai créés, les gens qui suivent ma chaîne, les chaînes que je suis moi-même. Mon interface de diffusion avec ce que je suis en train de montrer et le chat qui est à droite avec toutes les personnes qui me parlent, qui me posent des questions, qui ont des réactions, avec qui j'interagis finalement tout au long de mes diffusions. Autre live spécial que j'ai fait également, un live avec mon propre père, en fait, qui est à la retraite depuis environ 4 ou 5 ans et qui, chaque année, va exécuter un voyage d'à peu près 3 semaines, un mois aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien pour explorer ces parties-là, finalement, du continent. Et là, à chaque fois, il me ramenait avec des photos. Il revenait avec des centaines et des centaines de photos. Puis à un moment donné, on soupait en famille, puis il m'a dit « Ouais, y aurait-il manière que je monte mes photos de voyage sur ta chaîne? »
J'ai dit, ben oui, il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Fait que là, finalement, mon père, qui est un ancien professeur de cégep et donc qui a des notions, des techniques pédagogiques quand même bien développées, comme vous voyez, là, il a monté tout un PowerPoint que j'ai montré à l'écran avec mon père qui est à côté de moi dans la caméra, qui a son propre micro, qui est capable de me parler un peu comme si on animait un talk show en fait à la radio ou à la télé. Et où je peux montrer vraiment là, mes photos de voyage et lui il est capable de m'expliquer, bon ben, telle photo, c'était tel monument historique, il s'était passé tel truc à l'époque, moi je suis allé visiter ça, j'ai eu ça comme impression. Donc c'est comme si on regardait des photos de voyage en famille, mais là on les partage vraiment avec des dizaines, voire même des centaines de personnes là, qui peuvent nous écouter en même temps. Autre live également que j'avais fait, encore une fois, une diffusion de type podcast. Celle-là remonte à septembre dernier. C'était un événement particulier que j'avais fait. J'avais interviewé Alexandre Gueudry, que vous voyez à la gauche de l'écran, qui est un reconstituteur, en fait, qui fait partie de troupe de reconstitution historique. Il est dans une troupe de reconstitution viking, dans laquelle moi-même je suis d'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus. Puis également, il fait partie également d'une troupe de reconstitution 15e siècle. Donc là, vous voyez, il y a des casques, il y a des armures derrière lui. Il nous a montré des répliques d'armes à feu aussi, de détonation avec le silex et la poudre et tout ça. Puis là, il est venu nous montrer, en fait, c'est ça, toutes ces pièces d'équipement. Et je lui ai posé des questions, en fait, sur la reconstitution au Québec, comment ça marchait. En France, lui, qu'est-ce qu'il avait vécu comme expérience de reconstitution. Puis on s'est amusé, en fait, moi qui est un reconstituteur québécois et lui qui est un reconstituteur français, on s'est amusé là, vraiment à comparer le Québec et la France, montrer un peu l'évolution, les différences entre les deux endroits. Puis qu'est-ce qui nous caractérisait finalement. Donc, là, je vous explique tout ça depuis tantôt, puis vous devez probablement vous dire, c'est bien beau, mais est-ce que, François, est-ce qu'il y a des gens qui te regardent? Bien, effectivement, force est de constater que oui, il y a des gens qui regardent les diffusions. J'ai démarré ma chaîne en février 2018 officiellement, et je vous dirais qu'en moins de 2 ans, maintenant, je suis rendu à près de 2550 followers, donc des personnes qui sont passées sur ma chaîne, qui ont vu ce que je faisais, qui se sont dit « Wow, OK, c'est intéressant, je vais le suivre, puis je vais peut-être revenir plus tard, ou tiens, je vais rester un moment. » Donc, il y a des personnes qui ont cliqué « Follow », et qui ont suivi ma page, puis qui sont peut-être revenus éventuellement, peut-être qu'ils ne sont jamais revenus, peut-être qu'ils sont restés, puis qu'après ils se sont dit, finalement, ça ne m'intéresse pas. Mais toujours est-il que j'ai 2500 personnes au moins qui sont passées et qui ont dit, ça m'intéresse, je vais suivre ça, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y en est finalement à long terme. Alors également, j'ai entre 150 et 300 abonnés mensuels, donc des gens qui me versent un petit montant d'argent finalement pour encourager ces diffusions-là que je fais 2 à 3 fois par semaine. Et entre chaque fois que je pars une diffusion, finalement, je vous dirais que j'ai une moyenne d'à peu près entre 30 et 60 spectateurs qui regardent ma chaîne, qui sont là, qui commentent dans le chat et qui profitent, en fait, c'est ça, de ce contenu-là que je leur offre via les jeux vidéo, via les notions historiques là, que je leur transmets tout au long des diffusions. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai atteint le 70 000 vues au total sur ma chaîne. Donc, en moins d'1 an et demi, en moins de 2 ans, je vous dirais que c'est quand même assez intéressant comme résultat parce que la communauté québécoise est, somme toute, quand même assez peu nombreuse par rapport à la France, par exemple, aux États-Unis ou à d'autres pays dans le monde. Au Québec, Twitch.tv, c'est pas très connu en dehors des amateurs de jeux vidéo. Donc, évidemment, on est une poignée seulement de diffuseurs. On est à peu près 150, 200 diffuseurs autour de ça. On n'est vraiment pas beaucoup, puis il y en a très peu là, qui réussissent à se démarquer puis à percer sur la plateforme réellement, puis à partir de quoi de substantiel puis de vraiment constant puis évolutif. Et j'ai la chance de faire partie justement de cette poignée de diffuseurs-là qui ont la chance justement de proposer quelque chose qui se démarque et qui fait quand même son bout de chemin malgré tout, là, justement, en très peu de temps. Et pour moi, ce que ça me montre, en fait, c'est que souvent, depuis que je suis dans le domaine universitaire en histoire, j'entends souvent... J'entends certains propos. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, la société ne s'intéresse pas à nous, on essaie de diffuser nos travaux, les gens ne veulent pas vraiment savoir ça. » Ou des fois, quand on va donner des conférences, on va aller dans des colloques, ou on va même parler à la radio, on va se restreindre, en fait, à aborder certaines thématiques un peu plus complexes, parce qu'on va se dire, là, les gens, ils n'ont pas eu de cours d'histoire depuis le secondaire, monsieur et madame tout le monde, ça va peut-être être trop compliqué pour eux, peut-être bien que ça ne les intéressera pas. Sauf que là, moi, évidemment, je fais ça dans un cadre ludique. J'ai un jeu vidéo qui supporte tout ça. Mais malgré tout, ce que je constate, c'est que parfois, je donne des informations historiques quand même assez complexes. J'aborde des réflexions qui sont quand même assez creuses. Et malgré tout, les gens restent intéressés, me posent des questions, apprennent des trucs. Et ils restent là, puis après ça, ils reviennent par après, puis les discussions continuent. Puis avec les résultats que j'ai eus là, les résultats statistiques, moi, ça montre que les gens
il y a moyen de les intéresser à l'histoire, il y a moyen de leur transmettre des éléments de culture puis de les intéresser à ça. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'au regard de tout ce portrait-là, le monde, force est de constater qu'il est en train de changer. Nos habitudes de vie sont en train de changer. Les plateformes avec lesquelles on consomme de l'information, on va se divertir, elles sont en constante évolution. Et nous, les historiens, on n'a pas le choix de suivre cette évolution-là et de regarder vers l'avenir. Donc, c'est un beau petit parallèle que je fais avec l'historien qui étudie le passé. On n'a pas le choix aussi, évidemment, de regarder vers l'avenir. Et on est dans un monde, finalement, qui est conditionné par le Web 2.0, les nouvelles technologies que je vous ai expliquées, en fait, en début de conférence. Et finalement, les historiens, pour moi, pour qu'on se fasse connaître, pour redorer notre blason, pour casser les préjugés, pour se reconnecter avec la société civile, on n'a pas le choix pour diffuser notre savoir et pour redorer notre blason, on n'a pas le choix de s'adapter à cette réalité-là et d'investir massivement les nouvelles plateformes telles que YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. On n'a pas le choix d'apprendre comment ça marche, on n'a pas le choix de s'adapter à ça, de comprendre un peu les mécanismes, les méthodes de fonctionnement, comprendre le public qui fréquente ces plateformes-là et de se dire, OK, on va trouver une manière de prendre nos travaux, notre savoir, notre contenu et de le proposer aux utilisateurs puis de faire comme, voici ce qu'on est, voici ce qu'on sait et voici c'est quoi l'histoire. Donc maintenant, sur ce fameux meme que j'ai trouvé sur Internet, je pense que je peux amorcer la période de questions. Merci beaucoup, M. Lafond. Alors, j'invite les gens à lever la main si vous avez des questions. Il y a Catherine qui sera là pour aller vous porter le micro. Oui. Merci. Mon petit gars qui va vouloir se mettre sous le siège dans 2 secondes a créé une chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire vue par le gamin, où il mélange l'histoire et les jeux vidéo. Il a 12 ans. Ah ouais, Je vous invite à aller la voir. Wow! Ce serait quoi le principal conseil? Je pense que je vais aller m'abonner à sa chaîne. Oui, chaud. Ce serait quoi le principal conseil que vous lui donneriez? Le principal conseil que je pourrais lui donner, en fait, c'est de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas manquer d'audace. Parce que moi, en fait, c'est ça, pour réussir à concrétiser ce projet-là, il a fallu que j'essaye, que j'innove, que je me dise, OK, là, j'aurais envie de diffuser tel type de contenu. Allons-y, on verra ce que ça donne. Puis de ne pas avoir peur de se dire, OK, là, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que les gens n'aimeront pas ça. Je vous dirais que le plus important là-dedans, c'est de s'amuser. Parce qu'évidemment, là, Madame ici l'a présenté dans ma biographie, je ne fais pas ça à temps plein, je ne gagne pas ma vie avec ça. J'ai un travail comme technicien en documentation à la commission scolaire, donc j'ai une job à temps plein. Et je suis en train de finir une maîtrise par-dessus ça. Donc évidemment, il faut que ça reste amusant. Si ce n'était pas amusant, j'arrêterais de faire ça. Donc évidemment, moi je dirais que le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est de s'amuser. De s'amuser, de ne pas avoir peur, d'essayer des nouveaux trucs, d'essayer des nouveaux projets, des nouveaux concepts, de laisser un peu, c'est ça, éclore ses idées, puis en même temps, surtout, ne pas manquer de rigueur. Ce qui est important en histoire, c'est vraiment, tant qu'à moi, c'est la rigueur et la critique de ses sources. Donc, à chaque fois qu'il reçoit une information, ça va être toujours le réflexe de se dire, OK, mais cette information-là, est-ce qu'elle est vraie? Je vais aller vérifier. Donc, là, après ça, c'est d'aller voir des sources, puis de se dire, OK, cette source-là, qui c'est qui l'a écrit, pourquoi? Puis après ça, une fois qu'il reçoit ces sources d'informations-là, de se dire, OK, l'information me semble valide, je vais la partager. Donc, ne pas manquer de rigueur dans la critique de ses sources, avoir de l'audace et s'amuser surtout. Merci. Une autre question pour M. Lafond? Levez votre main, s'il vous plaît. Oui. Salut. Salut. J'aimerais ça que tu expliques au monde de quelle façon, exemple, tu peux arriver durant tes jeux vidéo, puis là, juste sortir une théorie historique, un peu comme tu avais fait avec le Bluetooth. Ça m'a vraiment impressionné. Oui, hein? Tu m'en avais parlé par après, je m'en rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour te faire une pub aussi. La personne qui vient de parler, intervenant gamer, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias récemment. C'est un intervenant social dans la vie de tous les jours qui aide les jeunes en difficulté sur Twitch.tv, justement. Chaque soir, à partir de 22h30 en semaine, la fin de semaine, c'est d'autres intervenants qui prennent le relais. Il va se connecter, il va jouer, il va diffuser ses parties de jeu, puis les personnes peuvent venir le voir puis lui dire « Écoute, ça ne file pas, j'aurais besoin de parler. » Et là, la personne va se mettre en mode écoute, puis elle va écouter la personne et le pointer vers des ressources
des ressources finalement d'aide pour les personnes en difficulté, comme Tel Jeune, le Centre de prévention du suicide et autres. Donc encore une fois, garde, je profite de la tribune que j'ai là pour te faire la publicité. Vous voyez, c'est le genre de belle initiative que Twitch nous permet de faire, justement. Ça nous permet vraiment de créer ce genre de truc-là. Puis maintenant, pour en revenir à ta question, Gab, effectivement, comment je peux m'y prendre? Si je reprends l'exemple du Bluetooth que tu m'as donné, pour vous remettre en contexte, je jouais à un jeu qui s'appelait God of War, qui est un jeu, en fait, où le protagoniste va combattre les dieux et les créatures mythologiques de différentes mythologies, surtout la mythologie de la Grèce antique. Mais le précédent jeu, en fait, le dernier opus de la série, se déroule dans la mythologie nordique. Et là, à un moment donné, on a vu le symbole du Bluetooth. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, c'est une occasion parfaite de brancher l'information, en fait, que j'ai appris précédemment dans mes recherches. Parce que vu que je fais de la reconstitution viking, ça m'a amené à m'intéresser beaucoup au peuple scandinave, à la mythologie, puis parfois à certains personnages historiques. Et dans mes recherches, j'avais appris en fait que le symbole Bluetooth, c'est tout simplement les initiales de Harald Hardrada ou Harald à la dent bleue. Donc, dent bleue, Bluetooth, vous voyez un peu où je vais en venir. En fait, l'origine du Bluetooth, en fait, c'est que ce roi-là a réussi à unifier les peuples de Norvège, à unifier les différents clans sous sa bannière pour former finalement qu'un seul et même clan. Et c'est pour ça, en fait, que les créateurs de la technologie Bluetooth l'ont nommé à son nom et ont mis la rune, qui sont littéralement la fusion de ces deux initiales en vieux langage nordique, parce que ce roi-là a réussi à unifier tout le monde sous sa bannière. Et qu'est-ce que ça fait un Bluetooth? Ça relie les appareils ensemble sur le même. Fait que ça, c'est le genre d'information que ça me permet de transmettre. Quand je vois des informations, quand je vois des éléments historiques, puis que j'ai de l'information à dire là-dessus, là, je vais continuer à jouer, puis en même temps, au micro, je vais parler au chat, puis je vais dire « Hey, écoutez tout le monde qui sont là. Tel bâtiment, vous le voyez dans le jeu, je suis en train de grimper dessus. Oh, je suis en train de combattre un ennemi dessus. » Finalement, ce bâtiment-là, il y a de tel style architectural, ça provient de telle époque. On les a construits dans telle région, ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment quand je progresse dans le jeu, quand j'ai des informations historiques que je vais voir devant moi, puis que je vais pouvoir montrer à l'écran, je vais dire aux gens, regardez, ça, c'est telle information. Puis après ça, je vais laisser les questions arriver, je vais laisser les gens me dire, OK, mais ça, est-ce que c'était courant à l'époque ou est-ce que c'est vraiment bien reproduit ou ce genre de choses-là. Puis là, ça va générer de l'interaction, puis ça va générer, ça va générer de la curiosité, du questionnement. Puis c'est ça qui va me permettre, entre autres, de transmettre ces éléments-là. D'autres questions? Oui. Allô? Salut. Oh, désolé, j'ai parlé trop fort. Ouais, ma question, c'était pour savoir d'où est venue l'idée de commencer sur Twitch et pas une autre plateforme, mais également, quels étaient tes trucs pour te faire développer, te faire connaître dans la communauté de Twitch, qui était la plateforme que tu as commencé, en fait? La raison qui m'a fait commencer Twitch, c'est parce que, comme je l'ai dit en début de conférence, je suis un grand joueur de jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Mes parents avaient toujours toutes les générations de consoles, surtout mon père qui était vraiment un féru de jeux vidéo. Il avait acheté la première Nintendo 8 bits, la Super Nintendo. On a eu toutes les générations de consoles possibles et inimaginables chez nous. Puis là, je voyais mon père jouer, je voyais mes grands frères jouer. Puis tout de suite, ça m'a comme vraiment captivé, ça m'a branché, puis... C'est le cas de le dire, ça m'a branché. Puis avec le temps, j'ai continué. C'est une passion que j'ai toujours cultivée puis qui ne m'a jamais quitté, même rendu à 28 ans. Puis c'est ça. Finalement, quand j'ai découvert Twitch, c'était vraiment par la voie du gaming. À l'époque, je suivais un YouTuber américain qui s'appelle Angry Joe, qui fait des reviews de films et de jeux vidéo, qui est très, très populaire aux États-Unis. Et là, j'ai su qu'il faisait des diffusions sur Twitch.tv. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Twitch? Je vais aller voir c'est quoi. Fait que là, j'ai eu mon premier contact avec la plateforme à ce moment-là. Mais quand j'avais vu que c'était majoritairement des jeux vidéo en ligne, compétitifs, ça ne m'avait pas trop attiré parce que c'est moins ma tasse de thé un peu. Fait que là, j'avais comme mis de côté un peu la plateforme. Puis à un moment donné, c'est une de mes amies, en fait, qui avait commencé elle-même à faire des lives. Là, je suis allé la voir parce que justement, on se connaissait dans la vraie vie, j'avais envie de l'encourager et tout. Là, je regardais ce qu'elle faisait, comment elle parlait avec les gens, l'animation au micro et tout. Puis moi, je suis un ancien animateur de radio. Donc, j'avais arrêté d'animer à la radio, je faisais plus rien au micro, puis ça me manquait. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que là, sur Twitch, il y a moyen que tu te branches là-dessus, que tu aies ton propre setup, ton propre équipement, puis que tu aies littéralement ton mini-studio à la maison pour animer des émissions. J'ai fait, c'est donc génial. Fait que tout de suite, ça m'a comme reconnecté avec la plateforme, puis j'avais vu en même temps qu'il n'y avait plus rien que du gaming sur Twitch. Il y avait des catégories sociales, il y avait des podcasts, il y avait des émissions de cuisine, etc. Fait que là, j'ai dit, bon, fait que là, il y aurait manière sûrement d'unir les deux, de faire du social et du gaming, puis peut-être d'apprendre des trucs aux gens. Fait que là, au début, j'avais vraiment démarré comme ça aléatoirement.
je jouais à peu près à n'importe quel jeu. J'y allais vraiment, j'expérimentais la plateforme pour comprendre un peu comment ça marchait. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu qui met en scène en fait l'histoire du royaume de la Bohème, qui est actuellement la République tchèque, en 1403. Donc là, toi, tu contrôles un fils de forgeron qui évolue dans cet univers-là. Et ce jeu-là est tellement bien documenté dans ses moindres détails que, naturellement, mon côté historien ressortait pendant mes lives. Et là, les gens me disaient, OK, mais pour savoir tout ça, est-ce que tu es historien? Je leur disais, ben oui, effectivement, j'ai fait mon bac, je suis en train de faire ma maîtrise, etc. Puis là, les gens étaient comme, ah, tu es un historien qui joue à des jeux. C'est génial. Puis là, tout de suite, j'ai comme fait, attends un peu, là, il y a de quoi aller chercher avec ça. Fait que là, c'est là que ça m'a donné l'idée du concept. Puis, comment j'ai fait, en fait, pour me développer, puis, en fait, puis avoir la notoriété, si on peut dire, là, que ma chaîne a en ce moment, c'est le réseautage. C'est vraiment le réseautage qui m'a aidé. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté québécoise, qu'il y avait plein d'autres diffuseurs comme moi, des Québécois qui faisaient exactement ce que je fais, mais à leur façon, sans forcément toucher à l'histoire, là, juste, mettons, faire des jeux vidéo, jaser ou même, peu importe, là, les multiples concepts qui se dessinent là-dedans, ben, je me suis dit, OK, il y a vraiment une grosse communauté qui est là-dessus, c'est le fun. Puis là, ben, j'ai commencé à jaser avec les gens, à aller voir d'autres chaînes, à les encourager, à vraiment connecter avec ces gens-là. Puis ces gens-là ont appris à me connaître à la longue, à socialiser avec moi, puis ben, ils sont revenus me voir sur ma chaîne, puis etc. Fait que c'est un peu ça qui m'a fait évoluer, là, finalement. Fait que pour le dernier volet de ta question, ben, ce que je dirais en fait, c'est que si vous commencez à diffuser sur Twitch ou n'importe quelle autre plateforme, que ce soit Mixer ou peu importe, soyez visible. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à avancer ce projet-là. C'est que je me suis rendu visible, je l'ai mis en valeur auprès des gens, je l'ai expliqué. Puis en retour, la communauté qui était déjà présente sur Twitch ont vraiment embarqué dans mon projet. Se sont dit, c'est vraiment intéressant, c'est original, on va encourager ça, on va revenir te voir. Fait que c'est ça qui m'a vraiment aidé. Je me suis rendu visible. Aussi, le réseautage, à ne pas le négliger. Je suis actif sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, puis sur une plateforme de communication qui s'appelle Discord aussi, où j'ai mon propre serveur. Fait que c'est ça, c'est d'être actif sur les médias sociaux, de faire du réseautage, d'être visible, puis aussi d'avoir du plaisir. Je le répète encore une fois, c'est vraiment ce qui m'anime en fait à travers ce projet-là. C'est que, comme on dit en bon québécois, j'ai du fun à faire ça. J'ai vraiment du plaisir à unir deux de mes passions, l'histoire, les jeux vidéo, puis à les diffuser aux gens, puis à leur apprendre des connaissances historiques en plus. Fait que le dernier conseil que je peux donner, c'est ayez du plaisir, partagez vos passions, faites-le avec audace, puis ayez pas froid aux yeux. Une autre question en arrière? J'ai deux questions. Oui. Est-ce que vous diffusez exclusivement en français? Oui. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur du Québec qui vous suivent? Oui, en fait, oui, effectivement, je vous dirais que 95% de mes diffusions sont en français parce que j'avais le goût, en fait, j'ai été tenté, vu que la communauté anglophone est vraiment, comme je l'ai montré dans mes statistiques, elle est vraiment plus grosse qu'au Québec. Je me suis dit peut-être qu'en anglais, surtout que je suis très à l'aise avec mon anglais, peut-être que je vais avoir le potentiel de toucher plus de gens, mais je n'avais pas envie de le faire. Je n'avais pas envie de le faire parce que moi, la vocation historique de ma chaîne, je voulais d'abord la transmettre à mon chez-moi, à ma communauté. Moi, je suis québécois, j'ai grandi au Québec, puis je côtoie des Québécois à chaque jour, donc j'avais le goût vraiment que la société qui m'entoure à la base profite de ça. Donc, c'est vraiment cette communauté-là que je vise. C'est pour ça que finalement, mes diffusions sont vraiment en français. Puis en même temps, c'est que pour animer, même si je suis très bon en anglais, le français, ça reste ma langue maternelle. Donc, je suis quand même plus à l'aise à animer dans cette langue-là. C'est plus naturel pour moi. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, mes diffusions sont en français. Par contre, la raison pour laquelle j'ai dit 95%, c'est que ça arrive des fois qu'un Américain ou un Britannique ou un anglophone arrive, me parle en anglais, puis fasse comme « Hey, c'est donc bien le fun ici, qu'est-ce que tu fais? » Puis qui est vraiment curieux, il est comme « OK, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? » Fait que là, à ce moment-là, moi, je n'hésite pas, je transfère en anglais, je lui réponds en anglais, je l'accueille en anglais. Mais je le préviens, par contre, je lui dis « Écoutez, c'est des diffusions en français, attends-toi à m'entendre parler français. Mais par contre, si tu m'écris quelque chose en anglais, là, je vais te répondre en anglais, par contre. » Donc, c'est comme ça que je réussis à m'adapter en bout de ligne, là, mais oui, tous mes lives sont en français à prime abord. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent de l'extérieur du Québec? Absolument. C'est même surprenant, en fait, parce que je vais attirer, bien sûr, d'autres francophones hors Québec. J'ai quelques franco-ontariens, j'ai des gens des Maritimes aussi qui m'écoutent. Puis j'ai même des gens de l'Europe, d'outre-mer, en fait, des Belges, des Français qui vont m'écouter. Puis à chaque fois, je me dis, ouais, mais c'est des gens qui se couchent vraiment tard. Parce que. C'est impressionnant, en fait, parce que c'est ça. Comme je l'ai dit, j'ai un emploi à temps plein. Je ne peux pas me permettre de faire des diffusions de jour à l'heure actuelle. Donc, je fais la majorité de mes
diffusions sont de soir à partir de 19h à peu près ou autour de ça. Si je commence à 19h, il est 1h du matin pour eux, si on avance de 6h. Fait que là, je me dis, waouh, OK. Puis là, ils trouvent le tour quand même de me suivre, puis d'être régulier, puis de m'encourager. Je me dis, OK, c'est vraiment intéressant, c'est le fun. Puis je me dis, pour quelqu'un qui diffuse de jour, justement, au Québec, il y a effectivement un potentiel d'attirer la communauté européenne vers nos diffusions. D'autres questions pour M. Lafond? On a encore du temps. Oui, on en a une du web pour François. Oui. Donc, c'est Lord Ebola qui demande comment les cours d'histoire au secondaire pourraient-ils bénéficier du Web 2.0 afin d'augmenter l'intérêt ou briser les préjugés qu'ont les jeunes pour l'histoire? Ça, c'est une excellente question. Merci à Lord Ebola. Justement, c'est son pseudonyme sur Twitch. C'est un de mes spectateurs réguliers de ma chaîne. Je répondrai en fait avec un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un article qui était sorti, je ne me rappelle plus de la date malheureusement, d'un professeur d'histoire au secondaire qui avait utilisé le jeu Assassin's Creed Origins pour montrer comment c'était la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque de Cléopâtre, à l'époque des pharaons Ptolémée. Et il a utilisé ce jeu-là avec une fonctionnalité en fait que Ubisoft a développée qui s'appelle le Discovery Tour en anglais. Ça, c'est une autre façon de jouer à Assassin's Creed parce que la série Assassin's Creed, pour celles qui ne connaissaient pas la franchise, on va incarner un personnage. Puis là, il va y avoir tout un scénario fictif dans lequel les personnages vont évoluer, mais qui sont développés dans un contexte historique particulier, que ce soit l'Égypte ancienne, la Grèce antique ou peu importe. Puis là, les gens vont avancer, vont combattre des ennemis, partir à l'aventure, faire des prouesses incroyables comme sauter d'en haut du clocher de Notre-Dame de Paris jusque dans une balle de foin sans se blesser. Ça, c'est le saut de la foi, c'est l'action la plus commune dans Assassin's Creed. Mais aussi, mis à part le mode aventure, là, qui est vraiment le classique de la franchise, pour Assassin's Creed Origins, celui qui se déroule en Égypte ancienne, Ubisoft a développé le Discovery Tour qui te permet d'incarner n'importe qui comme personnage, puis de te promener vraiment partout à travers la carte, de te téléporter sur différents points, de passer vraiment d'une chronique à une autre. Et là, sur la carte, tu vas avoir vraiment plein de petites chroniques de marquées. Par exemple, là, tu vas avoir un point sur la carte qui va te dire à ce point-là, si tu y vas, ça va te parler vraiment de la création de la bière, la fabrication de la bière en Égypte ancienne. Si tu vas là-bas, ça va te permettre d'explorer la bibliothèque d'Alexandrie. Si tu t'en vas au port d'Alexandrie, tu as une capsule qui va t'être présentée, qui va te montrer, t'imager ça en fait dans le jeu, te décrire l'environnement pour te montrer un peu comment c'était le commerce maritime à l'époque de l'Égypte ancienne et le siège d'Alexandrie par l'armée romaine, comment ça s'est déroulé, quels ont été les dégâts qui ont été perpétrés. Fait que, justement, ce prof d'histoire-là au secondaire, en fait, s'était servi du Discovery Tour et a littéralement donné un cours en projetant le jeu vidéo sur un écran dans sa classe. Et en se promenant avec le personnage, là, il expliquait différents trucs puis il complétait les capsules, en fait, qu'il y avait dans le jeu. Donc, ça, c'est un bel exemple, en fait, là, de pédagogie qui peut être fait via le médium vidéoludique. Puis sinon, c'est sûr qu'en utilisant un live sur twitch.tv puis en diffusant en classe, c'est un peu plus compliqué. Mais à tout le moins, ce qu'il y aurait le moyen de faire, c'est de prendre peut-être des extraits qui ont été publiés sur YouTube, des extraits des rediffusions. Prendre vraiment, là, c'est ça, des extraits des capsules ou des moments historiques que moi, par exemple, je pourrais dire sur mes lives, puis de les montrer comme résumé de la matière aux élèves. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait aussi. Puis en même temps, le simple fait, je vous dirais, d'en parler des différentes façons de diffuser l'histoire. Juste ça, les gens vont être étonnés puis vont se dire, OK, il y a différentes manières d'enseigner l'histoire. Puis ça peut être intéressant, ça peut être un premier point de contact pour en savoir plus. Fait que c'est varié, en fait, c'est vraiment diversifié. Oui, on a une autre question. Tu dis que tu as du fun, puis je pense que toi-même, tu es pas mal le fun parce que tu es quand même historien, tu as l'expertise tout en demeurant facilement accessible et férocement dynamique, manifestement. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. C'est qu'en littérature, c'est de plus en plus la mode des romans, j'oserais pas dire historiques, mais en tout cas à caractère historique. Et souvent, on réalise que beaucoup de romanciers qui sacrifient énormément la rigueur, ils sont en fait un peu paresseux, il faut le dire, et sacrifient la rigueur sous forme de roman. Alors, est-ce que sur cette plateforme-là, il y a des gens de cet acabit et comment les dépister? Je vous dirais qu'en ce moment, la littérature est un peu sous-représentée, en fait, sur Twitch à l'état actuel. Je vous dirais que même l'histoire, en ce moment au Québec, je suis carrément le seul historien présent sur Twitch.
et je suis le seul qui fait vraiment du contenu historique. C'est un peu ça qui m'avait aidé à me démarquer, en fait, au début, parmi la centaine, 200 de diffuseurs, en fait, qu'on retrouve là-dessus. Donc, à date, je n'ai pas vraiment vu de diffusion portant sur la littérature, sauf peut-être une chaîne, en fait, qui développe des vidéos YouTube de variété, une chaîne qui s'appelle Actuc. L'acronyme « Aussitôt que tu as une chance ». Donc, c'est un peu leur concept, là, leur marketing, en fait, leur marque de commerce. Et ils sont 3 animateurs. Et un des 3 animateurs, la première fois que j'ai découvert cette chaîne-là, la personne lisait des extraits de Kafka en direct. Donc, il y avait un fond vert derrière lui. Il y avait une image, en fait, de bibliothèque avec un feu de foyer et tout, là, qui donnait une ambiance avec, justement, des sons d'ambiance qui donnaient un espèce de sentiment, là, justement, d'apaisement, de réconfort, de détente. Et là, ben, lui, il était assis sur son fauteuil, il avait son micro devant lui, et là, il avait son livre et il lisait des extraits de Kafka, en commentant, en donnant ses impressions, puis en répondant aux questions puis aux réactions du chat qu'il y avait pendant ce temps-là. Fait que ça, je vous dirais que pour la littérature, j'ai tellement trouvé ça original et intéressant que je me suis dit, mais pour les littéraires, ça peut être une voie d'avenue intéressante, justement, si on veut faire connaître des auteurs classiques, si on veut faire connaître même des nouveaux auteurs, peut-être faire, mettons, des entrevues avec les auteurs via cette plateforme-là. Moi, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire avec Twitch, puis toutes les plateformes là, qui ressemblent à cette plateforme-là, pour justement la valorisation aussi des connaissances en littérature. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour M. Lafont? Oui, nous en avons une sur le web de Ice Tech. Comment tu fais pour ne pas manquer de jeux à thème historique? Ça a été mon premier questionnement. Je vous dirais, j'ai eu 2 questionnements, en fait, quand j'ai décidé d'entamer vraiment des diffusions à caractère historique. La première chose que je me suis dit, c'est est-ce que je vais vraiment rentrer dans le moule? Parce que je me promenais comme ça par hasard sur Twitch, j'essayais de découvrir un peu qu'est-ce que c'était comme plateforme, quel genre de contenu il y avait. Et au début, ce que je voyais, c'est que c'était vraiment des diffusions très décontractées, où c'était vraiment blague par-dessus blague. Parfois, la personne sacrait en direct, puis là, la personne l'encourageait, disait des blagues un peu croches et tout ça. Fait que là, j'étais comme, ouais. Là, moi qui arrive avec des lives un peu plus intellectuels, est-ce que je vais vraiment être pertinent là-dedans? Puis au final, ben, c'est ça, je suis arrivé là-dedans, puis je me suis dit, bon, essayons, allons-y. Puis finalement, ben, j'ai réussi à trouver, à ma grande surprise, vraiment un très grand auditoire là, qui était fortement intéressé par ça. Puis l'autre questionnement, justement, par rapport à la question de Ice Tech, c'est que je me disais, à un moment donné, je vais-tu manquer de jeux historiques? Il y en a-tu tant que ça, des jeux historiques? Et là, le fait que je fasse vraiment des diffusions principalement axées là-dessus, je me suis rendu compte qu'au contraire, le marché du jeu vidéo avait tellement évolué avec justement tous les développeurs indépendants qui publient leurs jeux sur la plateforme Steam et d'autres plateformes là, justement en ligne où tu peux acheter des jeux finalement parfois à de très très bas rabais. Qu'au final, avec tous les jeux vidéo indépendants et les jeux de grandes compagnies comme Ubisoft, je me suis rendu compte que des jeux à thématique historique, il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Fait que, en ce moment, je manque vraiment pas de munitions, mais que je manque de temps pour tout diffuser ça, en fait. Je me demande par quel bout de chemin passer, puis je me dis, OK, tel jeu, ça serait intéressant, mais à côté, j'en ai un autre qui serait bien, puis là, ça me force à faire des choix, puis à vraiment, comme, c'est ça, déterminer mon contenu, puis choisir qu'est-ce que ça me tente de diffuser, en fait. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier à vous tous d'avoir été là. Je vous convie aux conférences de demain et on applaudit M. Lafont. Merci infiniment. Merci.